Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Il va y avoir sans doute des retardataires, on va les laisser arriver tranquillement. Je suis ravi de vous accueillir et de lancer en fait la 16e édition des Trophées de la création d'entreprise. Et si vous me le permettez, nous allons dédier cette soirée à un de nos collègues du comité organisateur, qui est Alain-Paul Dubreuil, qui nous a quittés il y a un peu moins d'un an. Et je salue son épouse et nous lui transmettons ses amitiés. Anne-Marie qui doit être, me semble-t-il, dans l'Assemblée. Voilà. Très bien, je vais sans plus tarder, puisque nous avons pris un tout petit peu de retard, laisser la parole au représentant de la Chambre de commerce, en personne de son trésorier Jean-Louis Broglio, qui va donc faire une petite discours. Jean-Louis, je vous en prie. Oui, ça marche. Bonjour à toutes et à tous. Je crois qu'il y a pas mal de femmes, la parité est presque atteinte, hein, merveilleux. La CCI de Grenoble est partenaire des Trophées Rotary depuis l'origine et nous nous en réjouissons. Jean Vélé, notre président, étant pris pour d'autres engagements, c'est à moi que revient le plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Alors je suis Jean-Louis Broglio, je suis le trésorier de cette chambre de commerce. Et je suis membre de la commission création d'entreprise au niveau de la région. Alors vraiment avec beaucoup de plaisir à partager ce moment avec vous, car j'ai durant toute ma carrière repris au moins 5 entreprises, pas tout seul, avec mes enfants, qui m'ont d'ailleurs apporté durant toutes ces années beaucoup de joie, mais je dirais aussi un peu de stress. Ça, vous connaissez. Les trophées Rotary ont pour objectif de valoriser la création d'entreprises et les créateurs. Je me permets de rappeler que la CCI de Grenoble est particulièrement active dans ce domaine, puisque ce sont 3718 porteurs de projets qui ont été reçus, informés et accompagnés par la CCI en 2017. C'est la mission de l'espace entreprendre que de sensibiliser, former, accompagner les futurs chefs d'entreprise. La CCI accompagne également les repreneurs avec des prestations adaptées à leurs besoins spécifiques. Chaque année, le Forum Oser l'entreprise attire plusieurs centaines de visiteurs, 402 visiteurs en 2017, qui viennent se renseigner sur la création d'entreprises. Il s'agit d'un événement rassembleur de tout l'écosystème grenoblois, avec près de 50 exposants présents sur le stand. Cette prochaine année, le forum se tiendra le 22 novembre, mais la mission de la CCI ne s'arrête pas là. Une fois créée, nous continuons à suivre les entreprises et nous les accompagnons dans le développement, que ce soit en matière d'innovation, de stratégie commerciale ou encore à l'international. Enfin, Ecobiz, premier réseau de décideurs de l'Isère avec près de 8000 adhérents, favorise les échanges entre les entreprises avec de nombreux experts. C'est dire que notre engagement est fort en faveur de la création d'entreprises et je vous confirme tout le plaisir que nous avons à soutenir les trophées Rotary dans l'organisation de cet événement. Voilà, je ne suis pas très long, je vous remercie pour votre attention et je repasse la parole peut-être. Oui, à vous-même ou à... Oui. Non, c'est à moi. Ouais. Bonne soirée à tous, merci. Merci. Merci beaucoup. Très bien. J'ai souhaité cette année faire un petit zoom sur nos partenaires. Voilà. Donc, on a tendance à remercier les partenaires plutôt à la fin de la cérémonie. Là, j'ai préféré faire ces remerciements cette année. Comme vous pouvez le constater sur cette présentation, ils sont nombreux. Mais comme l'a dit M. Broglio, il y a en premier lieu la CCI qui nous accompagne depuis les débuts de ces trophées, c'est-à-dire depuis l'exercice 2003 en réalité. La CIC, qui est partenaire de ces trophées de la création d'entreprise depuis fort longtemps. J'ai pu, peut-être que M. Froment, si vous bien... Vous levez M. Froment, qui est représentant de la direction entreprise grand public sur la place. Je crois que vous nous accompagnez depuis plus de 10 ans. Je crois que c'est à peu près ça. Au bas mot, hein. Après un coup de fil de ma part, oui, sans doute. Très bien. Ensuite, BPI France nous a rejoint. M. Yvon Desmar, qui est donc directeur régional, donc nous accompagne aussi depuis maintenant 3 ans, 3-4 ans, voilà. Monsieur Demar est récent à son poste, puisqu'il a remplacé Monsieur Bernard Niquez, tout à fait.
Cette année, nous avons 3 nouveaux sponsors et nous sommes ravis de les accueillir. Alors, avec des métiers qui sont très proches l'un de l'autre, mais se sont parfaitement entendus pour rejoindre le sponsoring de ce trophée. Donc, à savoir, je vais commencer par Bath et Associés. Ça m'arrange bien parce que c'est par ordre alphabétique. Et il se trouve que c'est une femme qui représente Bath et Associés. Donc, je vais demander à Anne Zunino de bien vouloir se lever et la remercier. Ensuite, nous avons Mazar, en la présence de Christophe Suzilo, qui est accompagné, qui est directeur, accompagné d'un autre associé du cabinet, qui est Bertrand Sels. Et puis, Price, enfin, PwC, qu'est-ce qu'on dit, Thomas? Price? PwC, c'est plus court, ça me revient. Et Thomas Offray, donc, directeur associé aussi du cabinet. Enfin, vraiment, je les remercie de nous avoir rejoints cette année et nous ont apporté du confort et surtout du réconfort, du soutien pour l'organisation de ces trophées et surtout pour l'année qui se profile. Je tiens également à remercier, même si ce n'est pas des sponsors financiers au sens strict du terme, mais un photographe, Robin Pierre Siger, qui est ici présent. Voilà. Nous avons décidé également de tourner un film sur le déroulement de cette manifestation. Donc c'est une personne qui a fait déjà des prises de vue, des photos, donc différentes réunions. Donc c'est Madame Déborah Donnier qui est au fond là-bas avec sa caméra. Voilà. Un point particularité ce soir, vous avez pu voir peut-être au fond de la salle 3 caméras et bizarrement ces caméras sans personne derrière, donc ne soyez pas trop intégrés, c'est complètement maîtrisé par la société Rock'n'Roll qui donc va faire un film en direct qui va être diffusé en direct sur YouTube ce soir. Voilà. Donc merci à eux de nous offrir cette prestation qui vaut valeur de test aussi pour eux. Et surtout, je tiens à remercier Inside Outside, dans la personne de Frédéric Rochex, qui nous aide depuis de nombreuses années et qui se trouve être un ancien lauréat et membre de Grenoble Ouest. Merci en tout cas, Frédéric, qui nous suit depuis la régie, voilà, et qui fait tout pour que tout ceci fonctionne parfaitement bien. Et puis la société Commode qui donc va intervenir pour aussi une petite innovation cette année, c'est-à-dire qu'un vote électronique. Vous avez vu qu'à l'entrée, on ne vous a pas remis de petits bulletins. C'est un vote électronique en souhaitant que tout se passe bien. Et la société Commode aussi, pour le fun, vous avez donc mis à disposition une boîte à selfie que vous allez trouver à l'emplacement du buffet. Donc vous verrez, on a préparé un petit décor. Voilà, vous pouvez vous déguiser. Si vous voulez apporter un petit peu de fun à cette soirée, n'hésitez pas à vous faire plaisir, c'est gratuit et mis à disposition de la société Commode. Voilà. Mais au-delà de ces partenaires externes, il y a aussi des partenaires internes d'importance et je pense que cette manifestation ne pourrait pas avoir lieu ce soir. Et je vois la salle est quasiment comble ce soir. Je tiens donc à remercier tous les clubs du Rotary. Par ordre alphabétique, Bastille, donc Bruno Magnien, son président, et le représentant de ce club au sein du comité, Marc Fournas, qui se cache. Beldon, alors Lucien qui est président, mais comme vous le savez, Lucien est très présent dans au sein de cette manifestation, et notamment il continue à suivre et à mettre à jour notre site internet. Et donc Lucien Lombroso et Olivier Figard, qui est donc la personne qui est dédiée à ce comité d'organisation. Pour Centre, Josette Dauphin, que j'ai aperçu tout à l'heure, présidente, et puis donc avec Nicolas Clément, qui est le représentant, Chartreuse, André Debloc, qui doit être dans la salle, et puis surtout Françoise Duclos, donc qui est membre du comité. Merci Françoise. Drac-Romanche, Chouébou, que j'ai vu arriver tout à l'heure, et Jean-Marie Thomas, qui est en charge notamment de la communication interne avec le Rotary. À Ouest, on va laisser passer. Jean-Pierre Livrand, Anne Zunino et aussi Stéphane Paulier, mais j'avais pratiquement plus de place. D'ailleurs, c'est la même chose pour Beldon, parce que j'aurais pu aussi rajouter Claude Vandenberg, mais ça passait pas, Claude, je suis désolé. Voilà, mais je sais qu'en tout cas, tu es très présent et tu nous soutiens dans cette opération. Sud, avec Catherine Witomski, avec Élise Guillaudis et Raphaël Herbinet qui participent à cette manifestation. Et aussi Inerwill, Florence Gliner et Christine Gay,
Gardener que j'ai vu tout à l'heure, et bien sûr, sans oublier nos jeunes du Rotaract, avec Adrien Mariac et surtout Sophie Flavien, qui a été présente à toutes nos réunions de préparation de cette organisation. Dernièrement, en dernier, je vais faire un rapide petit historique. Ah oui, j'ai la zapette, on m'avait pourtant prévenu qu'il y a une zapette. Voilà. Hop, pardon, donc du coup j'ai été trop vite. Histoire courte, comme je l'ai dit, c'est une manifestation qui a été créée donc à l'initiative de Grenoble et notamment par une personne que certains d'entre vous connaissent, qui était Jean-Pierre Faure, qui était le président de Caterpillar France. Donc quand il a été muté en Belgique, il m'a confié cette animation que j'ai repris depuis 2005. Voilà. Depuis 2012, un événement marquant pour cette manifestation, tous les clubs de Grenoble se sont regroupés, y compris Innerwheel et le Rotaract, pour donner un coup de pouce à cette organisation. Voilà, le pilotage et la coordination est toujours assuré par RC Grenoble, mais je dis souvent, c'est pas un one-man show, c'est une équipe qui travaille autour de ce projet. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle je tiens à saluer et remercier tous les gens qui travaillent autour de ce projet. Et puis, depuis 2003, petite statistique, il y a eu en fait 53 lauréats. Pour les matheux, on pourrait imaginer qu'il y ait 55 lauréats. Compte tenu du nombre de participations, il n'y a qu'à 3 lauréats par participation, mais il se trouve qu'il y a une année où nous avons eu un lauréat. Et avec un taux de succès qu'on a recalculé qui est de 82%. Donc 82% des entreprises lauréates sont toujours en activité, ce qui est plutôt pas si mal que ça. Et encore un remerciement à Lucien. Un petit remerciement aussi, même un grand remerciement à Lucien Lombroso, parce que c'est grâce à lui que nous avons aujourd'hui un trophée qui vit, sur lequel vous pouvez trouver tous les anciens lauréats et les liens sur les entreprises de nos anciens lauréats. Voilà, et bien plus encore. Très bien, écoutez, sans plus tarder, je vais passer la parole à mon ami Marc Fournas, qui va lancer la présentation des nominés. Merci mon cher Philippe. Bien, chers amis rotariens et chers invités, nous nous retrouvons donc cette année pour cette nouvelle édition. Mon objectif est d'être très bref pour vous faire un petit récapitulatif de l'organisation que certains connaissent déjà puisque vous êtes maintenant des habitués. Et je vois que vous êtes impatients de connaître le cru 2018. Alors ce cru 2018, justement, si on était dans le jargon viticole, on peut dire que c'est un cru qui a plutôt brillé par sa qualité que par le volume, puisque nous avons eu un peu moins de 30 dossiers à étudier, sur lesquels nous avons finalement sélectionné 10 dossiers en finale, donc 10 appellations d'origine contrôlée, si on reste dans le vin. Et je tiens à vous rappeler que ce trophée finalement mobilise une quinzaine de personnes, toutes issues de tous les clubs, ce qui est assez rare dans les actions du Rotary, y compris Innerwheel et le Rotaract. On est heureux d'associer tous ensemble à cette initiative, tous donc œnologues, destinés finalement à découvrir laquelle de ces 10 appellations sera le Grand Cru. Les actions aussi mobilisatrices sont assez rares dans le Rotary, donc il faut le signaler. Le trophée en étude. Et tous les acteurs se retrouvent lors de 3 réunions plénières dans l'année. Donc des sortes de grandes dégustations, avec le grand échanson, toutes les instances officielles. Et puis il y a aussi de plus petites dégustations, qui sont des petites réunions organisées de façon plus bilatérale, pour l'organisation donc de cette soirée et de l'examen des dossiers. Donc ça mobilise quand même beaucoup de personnes. Et le tout pour qu'on puisse se retrouver ce soir avec nos 3 lauréats à primer, nos 3 belles promesses de Grand Cru. Et maintenant, on va vous les faire goûter. Et du coup, effectivement, on espère que ce Grand Cru sera à votre goût. Voilà, passez une bonne soirée. Nous avons fait un tirage au sort et donc nous allons demander à la société Quinoal de lancer sa présentation. Bonsoir à tous. Je vais vous présenter la société Quinoal SAS. La société a pour ambition de créer un nouveau système de distribution de produits locaux à l'échelle d'une agglomération. L'objectif étant, une fois identifié et testé à l'échelle de Grenoble,
deux marques, Cofret et Lysenco, que je vais vous présenter par la suite. Tout d'abord, qui je suis? Je m'appelle Arnaud Félin et je suis ingénieur en informatique industrielle à la base. Et mon histoire dans la distribution des produits locaux est en fait assez simple. Depuis 3 ans, je distribue des produits locaux chez moi toutes les semaines via une plateforme internet qui permet d'un côté la mise en relation des producteurs et de l'autre des consommateurs. Et je suis persuadé que cette plateforme internet, vous la connaissez à peu près tous, c'est la ruche Kiwi. Alors la ruche Kiwi, c'est une belle promesse. C'est comment recréer à l'échelle locale du marché éphémère et comment tout à chacun peut avoir un impact sur l'économie locale. Sauf que sur le papier, c'est super joli. Dans la réalité, dans les faits, le responsable de ruche que je suis fait face à de nombreuses problématiques qui doit résoudre bien souvent seul. De plus, malgré toutes les signes que je porte à la ruche Kiwi, et ben, faut pas se leurrer. C'est juste de l'ubérisation de la distribution de produits locaux. Du coup, j'ai voulu aller plus loin et créer un système qui résolve ces problèmes et qui crée des vrais emplois. Ce système et ce projet se caractérisent par 3 axes. La logistique amont, concernant les producteurs, qui sera portée par un Cofret. La préparation de commande, le picking, c'est comment on va fabriquer votre commande à la façon. Et enfin, la commande, il y a un site web et la livraison des commandes que vous aurez passées sur le site web qui sera portée par la marque Lysenco. De plus, on porte un vrai projet social. On se veut une entreprise de l'économie sociale et solidaire, et dans nos statuts, il y a tout ce qu'il faut pour obtenir l'agrément ISUS. Le projet social, c'est vraiment de faire travailler un maximum de producteurs et les rémunérer au juste prix, de faire en sorte qu'un plus grand nombre de personnes puissent accéder à ce type de produit en agglomération, et enfin d'employer des personnes en situation difficile vis-à-vis de l'emploi pour des postes de chauffeur-livreur ou de préparateur de commandes. On a bien entendu fait une étude de marché, et sans rentrer dans le détail, le marché est porteur dans son ensemble. Je pense que tout le monde s'en rend compte. Mais on a été plus loin que ça. On a réellement mis en place le projet durant une phase d'expérimentation de fin septembre 2017 à mai 2018. Alors, on n'a pas tout inventé, on a utilisé des outils de commerce, on n'a pas cherché à grossir, on a vraiment cherché à résoudre l'ensemble des problématiques qui se posaient à nous pour trouver le modèle qu'on va pouvoir dupliquer et scaler très rapidement. Et en 32 ventes, on a réalisé un chiffre d'affaires de 64 800 € et on a eu 1500 membres d'inscrits sur la plateforme. Maintenant, je vais vous présenter le premier concept, Cofret. Cofret, c'est comment acheminer les produits locaux qui sont produits en zone rurale et les ramener en agglomération. L'objectif de Cofret, c'est de fournir aux producteurs ce qu'on a appelé les petits points, les petites maisons vertes en dehors de l'agglomération. C'est des greniers, c'est des zones de dépôt où les producteurs vont pouvoir déposer au fur et à mesure des commandes leurs produits. En plus, on essaye de regrouper les producteurs en graphes de producteurs. Ils n'ont pas tendance à se mutualiser entre eux, donc du coup on les met en correspondance, on les met en relation les uns les autres, et au lieu que chaque producteur se déplace dans un grenier, un seul prend les produits des autres et se déplace. Par la suite, on fait le tour de l'ensemble des greniers et on achemine les produits dans notre atelier logistique, là où on va passer la phase de picking. Si ça se passe bien, la vidéo va se lancer. Alors là, ça symbolise réellement ce qu'on a mis en place. Donc je récupère une première partie des produits chez un producteur qui est dans le Plessis-Vaudan, et là je me dirige de l'autre côté, du côté de Voilà. Durant 1 heure, on va sur place et les producteurs s'enchaînent pour venir nous livrer leurs produits. De nouveau, on repart de Voilà et là on se dirige vers notre atelier. Dans l'atelier, on décharge l'ensemble des produits et on est en train de préparer la phase de picking. Donc c'est comment on va préparer les commandes à façon. Donc là, on prend réellement conscience de l'ensemble des produits qu'on a pu récupérer et qu'on a chargé dans le camion. Donc les produits sont organisés d'une certaine manière, tout est calculé avec des algorithmes pour nous placer les produits de la meilleure façon possible. Donc là, c'est la phase de picking, c'est comment je prépare votre commande personnalisée. Et le plus simple, c'est de voir du coup la vidéo. Donc du coup, on a commencé à informatiser le process. Et là, on a travaillé, on a mis pas mal en place de R&D sur cette phase-là. On a eu 3 ingénieurs de l'INBG, PCL, qui ont commencé à nous aider à automatiser tout ce process. En fait, il y a 2 opérateurs de chaque côté qui préparent les produits. Une opératrice, en l'occurrence, qui au bout vérifie les commandes, qui les place sur la zone de chargement, et toutes les commandes, on monte dans le camion les commandes ainsi préparées. Dans la phase d'expérimentation, aujourd'hui, on a testé qu'un canal de distribution, le canal en camion. Donc c'est pour ça qu'on cherche souvent le camion.
passe donc à la partie visible et la partie qui est grand public, visible ou B2C, c'est la partie DC&Co. Donc DC&Co, c'est tout d'abord une plateforme internet qui permet la commande des produits locaux en ligne. Vous avez la description des producteurs, la description des produits, savoir si c'est bio, non bio, raisonné, savoir le nombre de kilomètres où se situe le producteur par rapport à l'agglomération, etc. Une fois que les commandes sont préparées, on a différents modes de distribution. Le premier mode, c'est la distribution en relais DC&Co. Alors ce relais DC&Co, c'est un commerce propre à DC&Co, où on est en train d'inventer le drive piéton. Vous arrivez dans le commerce, vous avez une commande qui est déjà faite, et en plus, vous pouvez faire des courses supplémentaires avec tout plein de produits non frais qui sont disponibles à l'intérieur du magasin. Après, on a un canal de distribution qui est en camion fixe et qui est en... Alors aujourd'hui, on a testé surtout la distribution fixe. Durant les 6 mois ou les 8 mois de test, on était derrière la bibliothèque municipale, par exemple la CCI, de 16h à 20h en train de distribuer les produits aux consommateurs qui avaient commandé. Et un dernier axe de livraison, c'est la livraison à domicile via des prestataires en vélo, où là, le consommateur paiera un petit peu plus cher pour avoir sa commande directement à domicile. Donc là, le dernier épisode, où on voit, je pars de l'atelier, on traverse l'agglomération, pour aller stationner place Valentin-Louis. Et là, comme on peut le voir, durant 4 heures, les consommateurs s'enchaînent pour venir chercher leur commande. Donc chacun, ils viennent avec leur famille, avec leur vélo, ils se garent à côté. C'est vraiment 4 heures de distribution qui sont vraiment très sympas. Et ça dure jusqu'à le soir. Je vais zapper directement la suite. Donc du coup, l'innovation qu'on apporte. D'une part, il y a une première innovation logistique, c'est le rapprochement entre les producteurs et les consommateurs. On rapproche le producteur et le consommateur. On lui permet de diminuer la distance qu'il y a entre lui et les consommateurs en agglomération. La deuxième innovation logistique, c'est que Cofret devient une plateforme logistique de produits locaux. C'est-à-dire qu'on va pouvoir approvisionner d'autres systèmes de produits locaux autres que le nôtre. Ça optimise nos logistiques et ça optimise l'impact qu'on peut avoir sur l'économie locale. Par la suite, il y a la phase de picking. Donc là, on s'est inspiré des meilleures façons de faire d'Amazon, de la Poste, et les ingénieurs XL nous ont aidé à mettre en place vraiment un système automatisé. DC&Co, c'est la distribution et la livraison multicanal. L'objectif, c'est de s'accommoder aux consommateurs et d'offrir un panel le plus flexible possible vis-à-vis du consommateur pour qu'il puisse récupérer sa commande. Et enfin, c'est la distribution automatique. Encore pour plus de flexibilité, on compte introduire l'automatisme dans la distribution. Aujourd'hui, les facteurs clés de succès du projet sont notre capacité d'innovation, notre site internet, puisque ça va être notre vitrine, la qualité de la relation de confiance qu'on va nouer à la fois avec les producteurs et à la fois avec les consommateurs, la simplification, la praticité et l'accessibilité qu'on permet dans la récupération de ces commandes vis-à-vis des consommateurs. Enfin, l'offre, avec un commerce physique, on va pouvoir aussi offrir une large gamme de produits secs et élargir, avoir un accès à une offre beaucoup plus importante. Et enfin, le prix, on se positionne sur un prix où on apporte à la fois un service au consommateur et à la fois un service au producteur. Et l'objectif, c'est de trouver le juste prix par rapport à tout ça, pour que le consommateur ne paye pas trop cher et que le producteur soit rémunéré à sa juste valeur. Et enfin, aujourd'hui, je suis en recherche de financement. J'ai obtenu 40 000 € de la part de Gaïa et je rencontre les premières banques pour finaliser mon tour de table. Et je vous remercie de votre attention. Merci pour cette présentation. Donc, je rappellerai les règles que nous avons mis en place. Il y a 10 minutes de pitch suivi de 5 minutes de questions-réponses. Et donc pour faire un peu d'exercice ce soir, il n'y a pas de micro, ou du moins un micro un peu particulier. Donc y a-t-il une question dans la salle, de manière à ce que la personne puisse donc exposer sa question. Fais la démo. Et la démo, il faut faire comme si vous aviez soif, sans tous les cas. Il faut mettre le micro en face de vous pour être parfaitement audible. Donc qui a une première question? Ça marche? Ouais, ça super. marche. Pas d'innovation, super. Du coup, déjà bravo. Comme ça va. Moi, je suis de la filière génie industriel aussi, ICL. Donc déjà, ça fait plaisir de voir des ingénieurs qui travaillent, qui innovent dans ce domaine-là.
Moi, j'avais une petite question. Donc, déjà, je trouve que votre business model est super, c'est innovant. En gros, si je peux résumer ça, vous avez inventé le drive du produit local. En gros, je fais mon drive à Carrefour, maintenant là, je vais le faire avec des locaux. Ma petite question que j'avais, c'est au niveau de votre rémunération. Vous avez aidé votre market fit, votre business model, mais c'est au niveau de votre rémunération, vous prenez en fait une marge directement auprès des producteurs, ou c'est votre marge, vous la faites à la fin du process en vendant directement aux consommateurs? En fait, la marge, on la prend sur les deux. D'accord. En gros, on estime que le prix de vente du producteur, c'est son prix de vente à la ferme. Ouais. C'est il vend sur le marché. Là où il passe du temps, donc c'est lui qui commercialise ses produits. En apportant ce type de système, on apporte un service au consommateur. Donc le consommateur, il est normal qu'il paye un peu plus cher que s'il allait le chercher directement chez le producteur. Ouais. Et on apporte aussi un service au producteur, puisque du coup, on lui augmente sa zone de chalandise, on lui fait sa commercialisation et on lui fait une partie de sa logistique. Donc il est normal qu'on achète ses produits un peu moins cher que ce qui est vend sur le marché. Super, vous prenez de partout, c'est parfait. Y a-t-il une deuxième question dans la salle? On fait passer. Non, Damien, tu es jeune, tu peux te dépasser. Voilà, il faut l'envoyer. Vous pouvez lancer, il n'y a pas de souci. L'essentiel. Alors, moi j'ai une petite question sur la fréquence, c'est-à-dire à quelle fréquence allez-vous chez le producteur et à quelle fréquence livrez-vous aussi pour les particuliers? Alors, en gros, aujourd'hui, dans la phase d'expérimentation qu'on a effectuée, on est capable d'aller qu'une fois tous les 2 jours chez le producteur. Donc, on va diminuer la logistique et voir à terme, en fonction des flux, on ira peut-être qu'une fois tous les 3 jours. Et concernant le consommateur, le but, c'est d'avoir une livraison tous les jours. Non, au passage. Comment vous faites pour connaître le volume que vous allez récupérer chez le producteur et par rapport au volume que vous allez vendre aux consommateurs? Alors aujourd'hui, on est sur les commandes HI+. Pour l'instant, on ne peut pas. Après, avec les algorithmes d'anticipation des commandes, de semaine en semaine, on saura reproduire. Mais aujourd'hui, pour récupérer vos commandes le mercredi, la vente s'est terminée le dimanche soir. D'autres questions? Bon. Eh bien, écoutez, on va rester là. Et donc, je vais appeler, en vous remerciant, monsieur. Donc, il s'agissait de la société Quinoal, donc présentée par Arnaud Félin. Ensuite, au tirage au sort, c'est la société Caplex, représentée par Pierre Thibault, mais pas uniquement, puisqu'ils sont 3 à présenter la société. Donc, je vous invite à présenter votre société. Voilà, merci. Caplex, excusez-moi. Bonsoir. Je fais juste un essai, c'est bon. Bonsoir à tous. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, si on devait définir le réservoir idéal, le contenant idéal, ce serait certainement un réservoir qui serait capable de nous dire ce qu'il a à l'intérieur, aussi bien en termes de contenu, mais également en termes de quantité, de ce qui peut rester à l'intérieur, et tout ça, évidemment, tout en restant assis à sa place au bureau. C'est pour ça qu'on va vous montrer aujourd'hui notre projet de réservoir intelligent. Bonsoir à tous, donc, je suis Pierre Thibault, il s'avère que je suis physicien et devenu entrepreneur et je m'occupe donc dans notre société Caplex de la partie R&D, de la partie technologie, où ce qu'on me demande c'est d'avoir des idées, des graines qui vont faire besoin d'un terreau et d'un terrain, et donc préparé par Alix et Alexandre. Donc Alix Duclos, moi je m'occupe dans l'entreprise de toute la partie industrielle, donc tout le volet opérationnel de l'entreprise, et j'ai une carrière derrière moi dans la supply chain et la production. Donc moi je suis le dernier, je suis Alexandre Delorme, et moi je m'occupais de la partie vente et partenariat, avec une carrière à l'origine comme ingénieur, et puis après j'ai travaillé un peu en France, aux États-Unis, dans le marketing et dans le business développement.
Dès la création de la société, on a voulu tout de suite une gouvernance un peu particulière, puisqu'on partage les décisions à 3. Donc on s'est fait accompagner dès le début, même en création, par une personne qui nous a permis de mettre en place une gouvernance équilibrée entre nous 3, que l'on met en œuvre tous les jours. Donc pour vous présenter un peu l'innovation technologique, du réservoir intelligent, notre technologie, elle permet plusieurs choses et la première, c'est de prendre le niveau continu à l'intérieur d'un réservoir. Elle est également capable de tracer l'intégrité du fluide. Selon le produit chimique qu'il peut y avoir à l'intérieur, il y a des règles de stockage sur ce produit en température. Et si le conteneur reste plusieurs jours sur un quai au soleil, ça peut changer les propriétés du contenu à l'intérieur. Et c'est mieux de pouvoir le savoir avant que ça arrive sur les chaînes de production. Donc on est capable de tracer l'intégrité du fluide qu'il y a à l'intérieur. Également, ça va permettre la gestion des inventaires dans les industries qui utilisent pas mal de conteneurs avec du liquide à l'intérieur. Pour savoir exactement ce qu'il y a en stock dans l'usine. Ça peut être aussi un élément de sécurité pour les assurances de savoir exactement quelle quantité de quel produit se trouve à l'intérieur de l'usine et de gérer les flux. La dernière particularité, l'avant-dernière particularité de cette technologie, c'est qu'on est capable de faire une détection de pollution, et entre autres de pollution de l'eau aux hydrocarbures. Dans toutes les plateformes, maintenant les parkings, les stations essence en grosse partie, on se doit de récupérer les eaux de pluie pour pouvoir les traiter derrière et donc ne pas rejeter tous les hydrocarbures qui se trouvent au sol dans la nature. Donc vous avez des containers qui sont comme ça. Et dans ces containers, s'il y a de l'orage un peu important et qu'on ne les vide pas assez régulièrement, eh bien il y a du reflux, ça remonte par l'entrée en fait, par la sortie c'est impossible, mais par l'entrée ça peut remonter et donc du coup ça vient repolluer en fait toutes les rivières qu'il peut y avoir aux alentours. Donc ce qu'on propose c'est de pouvoir avec cette technologie détecter en fait le niveau d'hydrocarbures qu'il y a à l'intérieur de ces réservoirs d'eau et de pouvoir optimiser les tournées des gens qui sont en charge de vider ces réservoirs, de vider la partie d'hydrocarbures dans ces réservoirs avant qu'il soit trop tard et que tout ça soit après avoir été collecté, rejeté dans la nature parce que pas vidé assez tôt. La toute dernière particularité de cette technologie, c'est qu'elle est très très basse consommation et donc on va pouvoir passer d'une solution actuelle où on a une sonde de mesure de niveau comme ça qui se rentre par le bouchon d'un réservoir et qui est très très souvent connectée en filaire à une solution complètement intégrée au réservoir et qui permet de fait de sa basse consommation de pouvoir être connecté sans fil par les nouvelles technologies IoT. Donc, pour vous expliquer très brièvement le principe, donc, ce qui différencie cette solution, c'est en fait de se présenter sous forme d'un film. Bon, je vais deux secondes mon micro. Donc vous avez un film comme ceci, et ce film en fait s'avère être flexible, et en fait comme vous aviez appris au lycée ce qu'étaient des condensateurs, ça c'est une forme de condensateur mais qui se trouve être complètement plan et qui a le bon goût d'être capable de faire des mesures à la fois donc d'un fluide qui va être au contact mais aussi à travers une paroi. Et donc cette paroi, ça veut dire que très concrètement, c'est la paroi d'un conteneur et on va accéder au fluide qui est à l'intérieur du conteneur à distance. Et donc, ce qu'on exploite dans le contexte de la société, donc c'est le brevet associé à l'invention que j'avais développée, et puis un troisième qui porte sur des mélanges donc multiphasiques, où on va avoir du carburant, qui peut être un kérosène, et une pollution, qui peut être de l'eau, par exemple, dans un réservoir d'aérogène. Aujourd'hui, on a une supply chain établie, puisqu'on a déjà fait quelques prototypes.
Et donc du coup, on a une supply chain 100% française, puisque la partie capteur souple est faite chez un industriel dans la région alsacienne, et la partie carte électronique est chez un fournisseur en Isère, tout près de chez nous. On les a sélectionnés ni trop gros ni trop petits, ce qui nous permet qui nous accompagne à la fois sur les débuts pour des petites quantités en prototype, mais qui ont suffisamment les reins solides pour pouvoir monter dans les années à venir avec nous en volume. Alors, dans tout ça, des réservoirs, il y en a beaucoup, de beaucoup de formes différentes. La mesure de niveau dans des réservoirs, c'est un marché qui doit être aux alentours de 3 ou 4 milliards de dollars. Il a fallu faire un choix d'un réservoir en particulier, parce qu'on ne pouvait pas tous les adresser. Et donc, on a choisi celui-là, qui est ce qu'on appelle un GRV, grand réservoir vrac, qui en gros tient sur une palette, 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre. Ça fait 1000 litres. C'est standardisé en Europe, en Asie et aux États-Unis. Et ils s'en fabriquent à peu près des millions d'unités par an. Donc l'idée que l'on a eue, c'est d'instrumenter ces réservoirs. Il y a déjà des industriels qui sont intéressés pour le faire. Et ces réservoirs sont fabriqués selon 2 procédés plasturgiques. Le premier, celui qui est bleu, est donc fabriqué en rotomoulage. Et donc là, on a travaillé et on a pris contact avec un fabricant de réservoirs rotomoulage qui est sur Nantes, avec lequel on travaille. On fait des essais directement dans les fours. Donc nous, on prend notre sonde, on la met dans le moule qui va dans le four, et quand il ressort le réservoir, la sonde est déjà dans le réservoir. Il n'y a plus besoin de la rajouter. Donc ça, c'est la première façon de le faire. La deuxième technologie pour fabriquer ce type de réservoir, c'est l'extrusion soufflage. Donc il y a des gens à nouveau qui sont spécialisés là-dedans. Ici, on travaille avec quelqu'un qui est dans la vallée de Yona, un spécialiste de cette technologie. Et avec lui, à nouveau, on travaille à l'intégration de nos sondes directement dans le moule plastique qui fabrique ces réservoirs. Donc là, on est assez avancé avec eux. On a déjà moulé 6 sondes. Les résultats sont très positifs et on avance assez rapidement avec ces gens. L'idée pour nous, c'est de valider avec des clients sur des vrais produits, dans les 2 technologies, notre capacité à faire la mesure et à apporter le service au client final. Donc aujourd'hui, le business model pour nous, c'est assez simple. On va vendre des sondes aux gens qui fabriquent les réservoirs. On va vendre des modules, c'est-à-dire des petits boîtiers qui vont se connecter au réservoir, qui vont se connecter au système informatique du client final, utilisateur. Ça peut être sans fil ou avec fil. On va vendre du service à ces gens-là. Et on a un ramp-up de volume qui est de 1 à 2 ans. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit « moi je vais fabriquer un nouveau type de réservoir, je vais en faire 70 000 par an, une fois que je serai stabilisé », en général, il commence par en faire 2 000 3 000 la première année pour qualifier le procédé, et après il monte en volume. Donc on a on a un temps à gérer au niveau financier chez nous. En complément de ça, on travaille sur d'autres opportunités business avec des fabricants utilisateurs de réservoirs. On va les choisir principalement s'ils nous font, soit s'ils nous ouvrent à d'autres marchés, qui peuvent être intéressants, soit s'ils nous font progresser d'un point de vue technologique. Et là, on va leur facturer principalement des études. On s'oriente aussi vers, sur le dernier point, là on a un partenariat allemand aujourd'hui avec une ETI allemande. Et là, on va leur licencier notre technologie, on va leur faire le design et eux feront les produits. Donc ça nous permet de nous amener un flux financier qui vient compenser aussi ce délai d'1 à 2 ans sur les revenus liés au réservoir. Voilà, donc vous avez compris qu'on était dans une démarche très industrielle, avec des perspectives d'emploi qui nous animent et donc une montée en puissance qui commence à se faire dès cette année. Donc là, on est les 5. Et puis, donc on a une progression. On a, sur la base de ces premiers contacts, on est sur une perspective de 22 à 25 ans, pas créé à 5 ans, et puis sur un chiffre d'affaires donc de 8 millions d'euros annuels. Et évidemment, donc, là on parle de la partie visible, mais l'autre partie, c'est évidemment donc, les personnes, les partenaires avec lesquels on travaille, où ça génère une activité supplémentaire, et puis ça en génère déjà auprès de nos partenaires, et puis prestataires, et donc les clients induits. Donc globalement, ce qu'on a voulu vous montrer, c'est que donc à travers nos cœurs de métier, donc on est une équipe, on est plutôt jeune, pour moi je sais pas, pas pour Alix ni Alexandre, mais donc je crois qu'on a une équipe assez expérimentée, complémentaire, très motivée par ce projet qui est très industriel, mais qu'on assume pleinement. Et puis on essaie d'inventer, de développer et de repenser quelque chose.
et puis avec une dimension qui est tout de suite internationale, parce qu'on veut se positionner comme ça, et évidemment quand on pense à un premier réservoir qui fait 1 mètre par 1 mètre, évidemment c'est pas limitatif, et on peut imaginer, si je vous demandais d'imaginer un réservoir que vous utilisez régulièrement et pour lequel il y a besoin d'une mesure de niveau, vous seriez certainement en force de proposition. Voilà, en tout cas, je voulais vous remercier en tout cas de la sélection, là, pour nous laisser l'occasion de présenter ce projet. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Donc, s'il y avait des questions, et si on pouvait voir réapparaître le petit ballon, ce serait merveilleux. Voilà, Chouebou, la parole. Une question plus courte que l'an passé, Chouebou. Hein, excuse-moi, c'est le plaisanterie. Merci pour cette brillante présentation. J'ai juste une question à vous poser, c'est par rapport au contenu. Vu que vous avez abordé, comment dirais-je, votre innovation en allant dans le sens de l'exploitation du capacitif, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous ne serez pas confronté aux différents types de produits dans ces réservoirs, sachant que ces réservoirs, il y en a des tonnes? On met de l'acide, on met des bases, on met du carburant, on met tout ce que vous voulez. Alors, est-ce que ça ne vous amène pas justement à avoir cette problématique de diversité de produits pour un seul capteur? La deuxième question que j'aimerais vous poser, justement, c'est celle de savoir... Je fais comme les arbitres, je décompte les temps, c'est bon. Voilà, par rapport au process existant, parce que j'ai travaillé sur ce genre de sondes, notamment en ultrason, hein, en radar aussi. C'est quoi la différence fondamentale par rapport à l'existant, en dehors du fait qu'il y ait un bandeau capacitif? Merci. D'accord, je n'avais pas conscience du fait qu'il n'y avait que des spécialistes de technologie de mesure de niveau dans cette salle, mais je prends. Donc la réponse est la suivante. En fait, comme on a un spécialiste, je fais 2 mots de technique. En fait, ce qu'on mesure qui est spécifique d'un produit donné, relativement spécifique, c'est la polarisabilité. C'est un gros mot pour dire que chaque corps, en fonction de sa densité et de sa nature, a une certaine réponse. C'est un milieu qu'on appelle diélectrique, mais il se comporte d'une certaine manière. Et en fait, évidemment, si on veut connaître un niveau, ça veut dire qu'il faut connaître au préalable, a priori, cette composition-là. Donc soit elle est tabulée, soit dans d'autres cas, en fait, on peut avoir une stratégie un peu plus intelligente, qui est d'utiliser 2 sondes, et dans notre cas, on est en train de breveter encore un autre système qui nous permet, quelle que soit la nature du fluide en jeu, à la fois on en mesure les propriétés et on en mesure le niveau, et donc ça, simplement parce qu'on utilise une géométrie particulière. Donc, et maintenant, l'autre bout de la question portait sur pourquoi du capacitif, sachant qu'il y a d'autres technologies de mesure de niveau. La technologie de mesure capacitif, c'est à peu près la moitié du marché de la mesure de niveau, je vais caricaturer, puis l'autre, c'est les techniques ultrasonores. Les techniques ultrasonores, ça va être le fait de guider une onde, alors en fait c'est une onde électromagnétique ou une onde ultrasonore qui va venir taper sur une interface et être réfléchie. Il s'avère que c'est une technique qui est très très efficace aussi, qui est plus adaptée à des réservoirs relativement grands. On ne va pas dire que l'une est plus mauvaise que l'autre. Nous, on a peut-être cet avantage et on est très différenciant par le fait d'arriver à faire de la mesure à travers la paroi d'un réservoir plastique et on se focalise là-dessus. Voilà. Mais si on voulait discuter de l'ultrasonore, très rapidement. Non, mais excusez-moi. Le marché, non mais dans le marché du pétrole notamment, pour avoir installé et mis en route ces genres de capteurs, est-ce que vous ne vous lancerez pas peut-être dans ces marchés-là, parce qu'il y a un potentiel quand même de tout ce qui est mesure de stockage de carburant? Oui, alors la réponse est oui. Et ce que vous avez vu sur la pollution, c'est une réponse possible à ce type d'application et de marché. Et pour ne rien vous cacher, on va rapidement être en contact avec des gens comme Total, par exemple, d'ici début juillet, qui ont effectivement ce genre de problématique. Merci. Une place pour une 4e question, peut-être, Jacques, oui. Ok, bon, c'est l'économique, je ne sais pas qui répond, mais je peux vous dire quand même
principe est différenciant et qui va avoir un impact économique. Si en fait j'ai commencé à faire ces sondes il y a pas mal de temps maintenant en tant que chercheur, c'était à la demande d'Air Liquide qui cherchait des solutions à la fois très légères, très efficaces, résistant aux très basses températures pour pouvoir être inséré dans le réservoir cryotechnique d'Ariane. Ok, et en fait, quand j'ai développé ça, des fois c'était une solution très chère, avec une électronique très chère. Aujourd'hui, on est arrivé à faire ça sur des films plastiques, des films polyimides, et avec l'idée de pouvoir généraliser ça, parce que ça va être quelques dizaines d'euros le prix premier. Donc on passe assez bizarrement, mais on est arrivé à diminuer tout ça de 2 ordres de grandeur, et donc on se retrouve avec la possibilité de quitter tous les réservoirs a priori, et après, on utilisera ou pas cette capacité à faire la mesure de niveau. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions dans la salle, on va simplement vous remercier pour cette présentation. Merci. Et donc on va passer au troisième candidat, donc la société Avenria représentée par Guillaume Lecomte. Guillaume Lecomte. On propose aujourd'hui une solution numérique pour l'orientation scolaire et professionnelle. Je vais d'abord présenter en quelques mots une introduction de l'origine de ce projet et de qui je suis. J'ai un parcours en fait d'ingénieur dans l'industrie, développement de brevets dans l'énergie et l'énergie renouvelable. J'ai développé des activités plutôt R&D. En 2014, je fais un master d'administration des entreprises à l'IA Autonome et ça me offre l'opportunité de présenter un nouveau projet à un président de groupe industriel basé sur des technologies où on crée une business unit que je dirige. En parallèle de ça, en 2014, l'année charnière en fait, c'est que je rencontre dans mon entourage étudiants, parents et puis professionnels qui a des problématiques sur l'orientation. Des frustrations de ne pas trouver où on va, ou quand on y va, des soucis. Je me dis que je souhaite apporter, en fait, mettre à profit mes compétences, soit d'innovation de management pour cet enjeu. Donc, du coup, je me creuse la tête, je travaille sur un algorithme, une base de données, et puis un concept. 2016, je commence à rassembler des équipes de bénévoles qui croient ce projet. Soit pour la partie opérationnelle avec des architectes numériques, ou soit je réunis des experts de différents métiers qui vont apporter, on va dire, leur savoir ou leur stratégie. 2017, je prends mon sac à dos, je vais rencontrer des chefs d'établissements, des départements, des régions, je vais voir des organismes comme le Pôle emploi, la direction, et puis je présente ce concept sur lequel un écho très favorable est apporté par tous. Sur l'idée que je vais vous présenter et détailler après. 2018, on a nos premiers partenaires, nos premiers clients qui fait que Avenria aujourd'hui existe depuis le 8 juin 2018. Alors l'orientation, c'est clairement pour certains un vrai labyrinthe sur lequel vous avez vraiment des choix à faire, pas facile, et sur certains, malheureusement, vous arrivez à des voies sensibles du Sud. Dans un ouvrage, c'est arrivé que aucun débouché, psychologue, on avait conseillé, et puis il faut reprendre ses études, donc une frustration s'installe. Puis d'autres, des schémas beaucoup plus alambiqués. Il faut aller en Belgique pour faire une formation de kiné si vous retravaillez en France. Et puis, à un moment, notre ministre de l'Éducation, M. Vanté, dit bon, ça stop, fin 2017, il faut qu'on trouve des solutions innovantes pour apporter à cet enjeu social. Alors ça tombe bien parce que Avenria avait travaillé sur un concept, on va dire, depuis 3-4 ans, une solution qui se présente souvent un compagnon numérique. Un compagnon numérique qui va interagir avec vous partout. Sur votre smartphone, votre tablette, vous soyez dans une file d'attente, vous avez un peu de temps, vous voulez travailler sur votre projet d'orientation, c'est possible. Pour tout le monde. Aucune barrière financière, enfin, de ceux qui ne peuvent pas se payer un coach, ben là, au moins, avec Avenria, on va leur apporter une solution attractive. Avec tout le monde. Alors l'idée est centrale, c'est-à-dire qu'on considère qu'un projet d'orientation, ce n'est pas tout seul. Alors que vous avez, vous, si vous êtes étudiant, jeune ou parent, vous allez travailler autour de l'orientation, il y a une discussion humaine qui se fait.
Aujourd'hui, il y a 3,3 millions d'étudiants sur la tranche 15-25 ans à potentiellement aider. Également, le corps enseignant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les CIO vont disparaître, avec une formation récente, et il va falloir réintégrer un certain nombre de savoirs sur l'orientation et puis les référents d'orientation. Donc on va accompagner les lycées, les collèges, les universités dans cette thématique. On apporte aussi une aide à la région et au département, c'est-à-dire que le département s'occupe des collèges, la région des lycées, et il y a une politique d'orientation, les lois sont sorties sur lesquelles il faut aider et apporter ce soutien. Donc aujourd'hui, on va accompagner, on va dire, ces institutions et puis les reconversions. C'est-à-dire que Pôle emploi aujourd'hui est intéressé par ce genre d'application. Et si on se projette encore un peu plus loin, on peut dire que AVNR pourra apporter un soutien aux entreprises en mutation, c'est-à-dire constitution d'équipe. On a une invention, une notion nouvelle que je vais vous présenter, qui est les compétences racines, sur lesquelles on vient travailler justement sur ces compétences. Alors l'application web, c'est une application web de produit, c'est-à-dire qu'on va venir se connecter, rien besoin d'installer à partir d'Internet ou d'une connexion 4G, 3G, et puis commencer à construire son profil. L'application web se veut intuitive, ludique, sur lequel vous n'avez pas un sondage linéaire sur lequel vous répondez. On va venir construire un premier profil sur des connaissances de base, scolaires, parcours de connaissances, ou sur ces fameuses compétences racines, ou ensuite une projection sur le milieu métier. Alors, compétences racines, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, vous avez, dans le milieu de l'entreprise, vous avez ce qu'on appelle les compétences pro, les compétences métiers, qui sont liées aux spécificités de chaque métier. Puis vous avez, dans l'école, on commence à avoir le mot compétences, qui est pareil. En université, vous avez le bloc des compétences, qui vient faire la passerelle avec les compétences pro, en tout cas. Et puis, entre ça, il n'y a pas grand-chose. Donc les compétences racines, en fait, peuvent se créer ce lien entre l'ensemble de ces compétences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un étudiant, vous ne pouvez pas lui demander, pour se projeter sur un métier, s'il sait faire un devis. Par exemple, pour être chiffreur, puisqu'il n'a pas encore fait le métier. Par contre, faire un devis, si on le décompose en compétences racines, c'est par exemple, est-ce qu'il a le sens des mathématiques, est-ce qu'il sait analyser une problématique, et est-ce qu'il sait en faire une synthèse pour faire un œuvre. Donc nous, on vient travailler là-dessus. Milieu métier, c'est la projection sur le métier qu'il fera. Est-ce qu'un individu veut se déplacer? Est-ce qu'il veut travailler dans un labo? Travailler de nuit? Quand j'ai recruté des agents techniques, ils me disent au bout d'un moment, pour aller sur le chantier, moi je ne veux pas me dépasser plus de 30%. C'est un vrai problème, parce que l'enjeu du métier, c'est justement d'aller voir l'équipe. Donc en fait, on va arriver avec cette application, un compagnon numérique, à venir interagir avec l'individu. C'est-à-dire qu'une fois que l'individu a renseigné un premier profil, le compagnon numérique, sous forme d'IA, va venir challenger le profil qui a été rentré. La personne peut rentrer son métier de ses rêves et on va venir l'aider à construire son parcours. On intègre aussi une vision 360 degrés. Moi, je parlais d'outils de rassembleur. La vision 360 degrés, c'est-à-dire qu'à un moment, un étudiant tout seul va avoir sa propre vision, qui peut être partielle. Le parent va pouvoir se connecter également sur l'application, ou un prof, ou un DRH pour un employé, et puis vous allez remplir vous aussi le profil. Vous allez l'envoyer à l'individu, et le compagnon numérique va faire pour lui ce travail de comparaison et va venir lui dire tiens, ton parent ou ton prof ou ta DRH le voit plus créatif ou anticipatif que toi tu l'as imaginé. Donc on va venir interagir comme ça pour créer en fait et avancer sur le projet. Aujourd'hui, sur notre innovation, on a vu sur 3 grands facteurs que l'ensemble de nos partenaires ont remarqué. Aussi pour rassembler compagnons partout et compétences racines, on a aussi, on va dire, 4 autres avantages qui sont le 100% français construit, c'est-à-dire qu'on ne vient pas traduire une culture américaine ou autre, des tendances économiques, une protection des données sur lesquelles on est garant. Alors Adelia, c'est une pierre à l'édifice complète. C'est-à-dire que certains pourront dire, oui, il y a d'autres solutions qui existent, effectivement, des solutions comme l'ONICEF ou les CEO qui sont en train de faire. En fait, on ne fait pas du tout la même chose. Le Pôle emploi, et effectivement, vous êtes une solution nano. D'autres vont dire, vous ramenez et vous êtes en synergie. C'est-à-dire que nous, on crée des liens avec l'ONICEF sur certaines éléments. Ça ne me dérange pas du tout dans la même philosophie. Nos business models sont plutôt axés sur le coaching. Nous, on n'a pas de coach, en fait. On vient rassembler l'ensemble des acteurs et les références aussi. Et enfin, vous avez d'autres startups qui sont plutôt sur le travail des personnalités. On va rediriger pour des tests de personnalité pour ceux qui veulent mieux se connaître. Notre business model, on a à la fois B2B et B2C, c'est-à-dire que pour le département, par exemple le département des Hauts-de-Seine,
on a une vision de déployer l'ensemble de la solution sur leur territoire. On va venir à la fois pouvoir avoir une vision sur les collèges, les différents établissements, aider les différents référents métiers et les parents et les étudiants. On a également une vision plutôt B2C, c'est-à-dire que l'objet au départ a été de donner une solution accessible aux étudiants et aux parents à un tarif compétitif. C'est-à-dire qu'on parle d'une analyse autour d'1,90 €. Si vous le faites avant les stages, après les stages, et puis une ou deux fois, vous avez une solution pour 5 €. Enfin, aujourd'hui, on a une projection de 1 million d'euros avec l'ensemble des intentions et ce qui nous font confiance avec 10 emplois dans 5 ans. Enfin, on a une équipe principale, équipe qui est composée de personnes dans l'éducation nationale, notamment Madame Lebon, qui est également aussi mon épouse, associée, qui s'occupe de la partie R&D, pédagogie et compétences, et qui aujourd'hui est enseignante et formatrice. On a des personnes qui sont en numérique ou le déploiement. Le comité d'experts, aujourd'hui, il se réunit régulièrement, apporte sur le côté stratégie et réseau. Alors, on a une personne encore dans l'éducation nationale, avec son directeur de la formation continue de l'INP, des personnes en big data et dans le web, et puis une personne qui est intéressante aussi, c'est M. Pégonnet, qui souhaite apporter cette solution dans les dom-tom, notamment à l'Académie d'Albiane, sur lequel on a un taux de chômage et des problématiques d'intégration qui sont fortes. On a des discussions avec la direction d'insertion et professionnelle de l'ordre. Enfin, on a des partenaires, sans quoi ce projet n'existerait pas, qui sont sur la partie droite, les Hauts-de-Seine, l'Académie Versailles, le département d'Isère, l'enseignement catholique en Isère, le Pôle emploi de direction notamment du siège de Lyon, et puis après des partenaires qui nous aident, aussi bien financiers que à l'accompagnement, passant Tarnac, d'entreprendre des pays, notamment populaire, Cécile et la région Auvergne, que je remercie de mon introduction. Enfin, où on en est aujourd'hui, on a réalisé une version sur laquelle on a testé avec nos clients à la fin de l'année pour une version commerciale 2019. Enfin, le Rotary, que je remercie déjà d'avoir été sélectionné sur les 3, c'est une reconnaissance de notre innovation sociale. C'est un enjeu de ce projet. Ça peut nous valoriser la démarche de création, clairement qu'on est en train de faire, et puis tout le soutien financier vient participer au succès. Je vous remercie pour votre attention. Merci Monsieur Lecomte. Donc on va passer aux questions. Si on arrive à remettre la main sur le micro baladeur. Donc du coup il y a un micro baladeur, puis personne n'ose poser des questions, c'est ça? Une question. Ouais, toi tu as une voix qui porte, tu peux y aller. Hein. Ma voisine a failli recevoir le truc sur la tête. Moi j'ai une question un petit peu poil à gratter. Votre épouse étant prof, est-ce que vous n'avez pas eu une appréhension en voulant vous frotter, pas vous attaquer, mais vous frotter au mammouth? Parce que j'ai l'impression qu'un certain nombre de vos partenaires aujourd'hui vont devenir des clients à vous. Exactement. Alors, là, en réaction, le marché de l'éducation nationale, si on peut parler de secteur, c'est un secteur lent. C'est-à-dire que c'est comme le secteur, on va dire, sur lequel je travaille, c'est l'aéronautique et la défense. C'est des secteurs sur lesquels c'est long à se mettre en place, peut-être 12 à 18 mois, voire 2 ans. Une fois qu'on y est et qu'ils nous adoptent, vous avez une certaine stabilité là-dessus. Donc, clairement, pour nos premiers partenaires, on a travaillé depuis début 2017, donc aujourd'hui on est en 2018, ça fait 1 an et demi, on va faire des tests, et puis on continue sur la démarche. Alors, il faut l'anticiper, ça se prépare, effectivement. Des fois, il y a des décisions qui sont certes politiques, mais heureusement, les départements, alors certains départements ont une action, on va dire, plus forte, puisqu'ils ont des budgets financés là-dessus, sur lesquels on peut s'appuyer. Si on regarde un petit peu différemment, vous avez soit deux façons stratégiques en fait, de déployer la solution, soit on fait comme le département de Hauts-de-Seine, on va déployer sur tout le territoire, et là, clairement, on est plus en du gré à gré avec une situation d'innovation de rupture et on part sur 18 mois, ou on est comme au département d'Isère sur lequel on discute, vous avez ce qu'on appelle les chéquiers jeunesse ou les chéquiers jeunes, sur lesquels il y a une enveloppe déjà préétablie et on peut venir potentiellement insérer notre solution là-dessus. Donc on a ces deux vecteurs-là. Et c'est sûr que ce n'est pas un marché sur lequel on va pouvoir faire une transaction en 6 mois, c'est certain.
Merci pour cette réponse. Y a-t-il une autre question? Bonjour et félicitations pour cette belle initiative. Comment est-ce que vous générez du revenu? Alors, sur les revenus, on a deux offres, en fait, une offre B2C pour les particuliers et une offre pour le B2B. Sur l'offre, par exemple, sur les revenus, le business model, c'est, par exemple, quand je pars sur le B2C, sur les particuliers, c'est d'acheter des crédits. On va bien acheter des crédits, à l'instar en fait, des applications numériques aujourd'hui. Vous achetez en fait, un certain nombre de crédits, et les crédits que vous allez avoir vont permettre d'avoir un certain niveau d'analyse, une profondeur d'analyse, sur lequel vous allez avoir un certain résultat, et le compagnon numérique va interagir avec. Bon, ça, on va dire que c'est le business model de base. À partir de là, pour les départements ou pour les régions, on a un business model qui va tourner là-dessus en disant qu'on a une réflexion de déployer sur 20 000 étudiants. Par exemple, c'est ça qu'on a sur le LOCEL, et on leur fait une offre globale. C'est-à-dire qu'on va dire, voilà, déployer la solution sur 94 établissements d'un coup, et puis on va avoir un panier moyen alors, avec les options pour 5, 6, 7 euros, et puis ça va nous faire directement autour de 100, 120 000 euros le premier client. Voilà. Et là, on a plutôt un système d'abonnement à l'année, sur lequel vous avez une façon illimitée de le faire avec un certain nombre d'utilisations par jour pour des problèmes de protection, mais c'est plutôt là-dessus qu'on va faire. D'accord. Et après, on peut personnaliser. Bien sûr. Et vous êtes combien dans la structure et quel est votre déploiement, votre vision? Alors aujourd'hui, on est quelques personnes, une, deux à temps plein, et puis les personnes ponctuelles que vous avez dans l'équipe principale, avec une volonté d'atteindre 10 personnes sous 4 ans. Avec une intégration plus forte sur la partie IA et modules Big Data interne, parce qu'en fait c'est clairement un des cœurs de notre activité. Très bien. Une autre question, mais la salle. On va essayer de transmettre le ballon. Faut que je répète la question? Non? Quel retour vous avez eu de personnes qui ont utilisé votre système? Par exemple, j'ai un problème d'orientation, ma fille ne sait pas quoi faire, elle est excellente élève, elle réussit son bac très bien, on lui dit qu'il faut faire l'IAE, etc. Et elle le fait, elle est sélectionnée, et 2 mois après, elle me dit « j'aime pas ». Alors, on a fait 2 études en fait là-dessus pour tester, on va dire, l'outil à la version alpha. On a fait une étude auprès de collégiens, lycéens, universitaires et parents, parce que on va dire que c'est justement votre cas, et puis une étude sur les pros, on peut rassembler. Alors, sur les résultats, l'important aujourd'hui qu'on a, c'est le côté facile d'accès, ludique, intuitif. Donc, clairement, aujourd'hui, quand vous naviguez autour de l'application, c'est le vecteur principal, c'est l'accessibilité. Les mots qui sont bien choisis de haut, qui permet justement d'avoir une ergonomie et de pouvoir bien s'intégrer là-dessus. En termes de vision sur le résultat, on fait des préconisations. On ne dit pas qu'on va trouver l'outil là tout de suite. En fait, c'est des préconisations qu'on fait et on vient interagir là-dessus avec le métier de l'homme. Là-dessus, on a un résultat qui est positif dans la mesure où on vient travailler sur les autres compas, on va dire, de façon complémentaire, on vient travailler sur ces compétences racines, qui est clairement une différenciation qui a été appréciée par tout le monde. Donc aujourd'hui, quelles sont les compétences qui seraient à même d'être intéressantes pour un premier candidat, un premier poste, vers quoi je regarde. Donc ça, c'est le premier point que les gens ont trouvé très bien. Le deuxième point, c'est la projection sur le milieu. Après, il y a d'autres choses, mais c'est-à-dire que comme vous dites, on regarde si un chef de chantier ou un milieu a envie de se déplacer. On se pose ce genre de questions. On pose aussi des questions sur la projection du type de mission qu'on va avoir. Là, je vous donne un terme technique, c'est pas comme ça que c'est parlé dans l'outil, hein. Mais est-ce que la personne est prête à faire des missions qui la refusent ou pas, au contraire? Est-ce qu'il y a plutôt des missions qui sont stables? Un chef de projet, par exemple, là, je vois dans les équipes, il me dit, bah ouais, moi gérer des aléas, j'imaginais pas que j'allais gérer des aléas régulièrement et quotidiennement. L'outil va l'aider à s'interroger là-dessus, sur des choses qu'on n'apprend pas comme ça.
Voilà. Et donc tous ces paramètres qui du coup, que le compagnon numérique sans l'affect, parce qu'au départ, le problématique des entretiens, c'était l'affect, le compagnon numérique vient finalement, de façon entre guillemets objective, mais c'est voilà, sans côté affect, vient justement interroger là-dessus, le challenge, pour se poser les bonnes questions. Très bien. Donc ça fait bien. Très bien, on va rester là si vous permettez. Merci beaucoup. Très bien. Maintenant, je voulais inviter nous allons procéder au vote des trois candidats qui... Tout à l'heure, j'avais deux questions. Je voulais quand même savoir, il n'a pas précisé le temps qu'il fallait passer dans le prime abord sur l'outil, parce qu'il fait tout partout, mais donc la particularité cette année, c'est que nous avons un vote électronique. Donc on vous avait demandé de venir avec vos téléphones portables. Donc je vais vous expliquer le procédé. Je suis aidé par une présentation qui est à l'écran. Dans un premier temps, on va vous demander, en envoyant un SMS à ce numéro, qui répond en appel et geste, quel que soit votre opérateur, vous devriez être en mesure de voter. Donc on va simplement vous demander de voter pour le premier prix que vous souhaitez décerner. Je rappelle, le premier prix, c'est une dotation de 5 000 €. Donc on vous demande simplement de voter sur le premier candidat. Alors, vous avez trois possibilités. Le premier dossier qui vous a été présenté, c'est la société Kinoal, donc c'est le dossier 1. Ensuite, le dossier numéro 2, c'est la société Carsex, je viens de tête cette fois-ci. Et la troisième société, donc Avenria. Voilà. Donc vous tapez 1, 2 ou 3 pour déterminer quel est votre favori. Vous avez 2 minutes et à l'issue de ces 2 minutes, on va lancer une deuxième sélection pour déterminer quel sera le deuxième candidat. On s'arrêtera là parce que logiquement, on devrait pouvoir être capable de déterminer quel est le troisième candidat. Donc, à vos téléphones, logiquement, ça devrait pouvoir passer. Et vous avez 2 petites minutes. Je souligne le fair play des lauréats qui veulent pas. Philippe. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est clair pour vous? Il y a de la famille. Est-ce que c'est tout bon? On dit en régie que ça bouille encore un petit peu. Voilà, donc finalement, selon les opérateurs, les SMS ont du mal à arriver en régie. Sans doute, ça le faire. Ah bah, t'as réussi ou tu as bien vu? Ah bah alors. Ah bah, qu'il y a un mec qui va. Est-ce que c'est bon, Régie? On peut préciser que c'est tout bon. C'est-à-dire qu'un pourcentage de votants suffisant. Pour passer au deuxième vote. Donc là, cette fois-ci, vous avez le choix. Donc, pour déterminer quel est votre deuxième candidat favori. Voilà. Donc, je vous laisse un recommande. L'ordre pour le deuxième. Exact. Oui, l'ordre pour le deuxième. Il y en a qui fuient. Oui, c'est ça.
c'est quand même innovateur. Oui, Mariette. Ah ben Mariette, tu devrais être plutôt aidé par peut-être ta voisine, mais là maintenant c'est passé, on a mesuré le premier vote, c'est le deuxième. On rajoute pas le vote. Oui, là il faut... Pourquoi, Philippe? Très bien, c'est en 10 secondes. Voilà, on vous demande de venir. Bon. Très bien. Toujours, décidément le temps, c'est représentatif. Vous aurez des statistiques qui vous seront présentées tout à l'heure par la société Commode. C'est toujours. Vous avez écouté merci. Parfait, les votes sont faits. On vous livrera les résultats. On vous livrera les résultats après que vous ayez présenté les 3 films que nous offrons aux lauréats de l'exercice précédent. Donc, vous savez, là, la dotation financière, on offre un film à chacun des lauréats. Les tournages ont eu lieu cet an dernier, pilotés encore une fois par Téléfrochex. Donc des films de très belle qualité, tournés par Téléchronoble, qui vont ensuite tourner en boucle sur Téléchronoble. Donc les lauréats de l'exercice précédent n'ont pas encore vu ces films, donc ils vont les découvrir. Et donc je vous propose de lancer le premier film, donc du lauréat qui a été primé, qui a eu le premier prix l'année dernière, donc c'est Everclean. Et on demandera aux dirigeants de rapidement dire 2 mots, pas trop parce qu'on est déjà en dehors des délais fixés. Et on va donc lancer le premier film, et ainsi de suite, deuxième prix, troisième prix. Everclean est venu de l'idée suivante, c'est que à l'époque, je travaillais dans une entreprise qui me permettait de voyager à l'international pour aller voir mes clients. Et à chaque fois que j'étais dans un train, un avion, un métro, un taxi, et que j'avais besoin de mes mains, ne serait-ce que pour manger par exemple un biscuit ou n'importe quoi, j'étais gêné parce que je sentais que mes mains n'étaient pas propres. C'est ainsi qu'est venue l'idée d'Everclean, une solution qui soit à l'entrée des lieux de vie et qui permette de se désinfecter les mains facilement. Notre borne de désinfection, on dit aujourd'hui que c'est un vrai objet, en fait, il fait partie du décor, il faut qu'il soit séduisant en termes de design, donc on est vraiment sur une borne quasi interactive, puisqu'on a un écran qui est posé dessus, on a des messages et une personnalisation qui peut être appliquée sur cette borne, et après c'est une machine sans contact, donc il faut que ça soit intuitif pour les gens. Il y a juste les mains à introduire dedans, on vient pulvériser notre lotion, et il y a une friction qui se fait en sortant de la machine. Une innovation qui appuie au Rotary puisque Everclean a remporté le premier prix du trophée de la création d'entreprise en 2017 avec un chèque de 5 000 €. La première des choses sur ces prix, outre l'argent, c'est que c'était très encourageant pour nous en tant qu'entrepreneurs et ça nous a convaincus que l'objet de notre entreprise valait vraiment la peine et que on avait vraiment une utilité sociale et qu'elle était reconnue. Donc c'était un encouragement très important pour nous. Ensuite, effectivement, la somme que l'on a reçue, et on remercie encore le Rotary, elle nous a permis de développer notre solution et ça nous a permis de financer de la recherche et développement, des achats d'équipements, etc. pour développer nos premiers prototypes. Fondée en 2015, Everclean compte aujourd'hui 4 personnes qui travaillent pour le développement de cette innovation dans de nombreux lieux. Donc on va commencer par la restauration collective, puisque les gens très souvent vont à la cafétéria ou à sa restauration collective manger le midi avec son plateau, ses couverts, on serre des mains, on touche des poignées de porte, etc. Donc là c'est important d'avoir les mains désinfectées. Et puis ensuite au sein de l'entreprise, près des coins cafés, près d'une salle de réunion, à l'entrée de l'entreprise. Et là on a trouvé un écho tout de suite avec des partenaires tels que Sodexo. Et avec Sodexo on est en train de construire un partenariat pour entrer dans les entreprises. Mais bien entendu demain on voudrait nous déployer nos solutions à l'hôpital, en maison de retraite, dans les écoles, dans les crèches, dans les clubs de sport,
sur les événements, partout en fait. Très rapidement, rajouter 2 mots. Eh bien, bonsoir et merci de votre présence. Comme on a faim et soif, on va faire vite. Alors, comme je le disais, encore une fois, à chaque fois qu'on gagne ces prix, c'est une grande montée d'adrénaline, une grande reconnaissance. Et puis le lendemain matin, quand on se réveille, on se dit, nom de Dieu, maintenant on a encore plus l'obligation de réussir. Donc ces prix, c'est vraiment ce que ça nous amène. Nous, c'est notre moteur. Je le disais, outre l'argent. Donc c'est encore un bon souvenir cette année et on vous remercie encore pour le prix de l'année dernière. Guillaume va vous expliquer en quelques mots ce qu'on a fait depuis. Un bilan rapide depuis 1 an, un prototype que vous avez vu, une solution qui est éprouvée, qu'on teste aujourd'hui, une embauche d'un chef de projet qui nous a rejoint et qui est un grand pas pour nous, un mécénat de compétences, on prévoit d'embaucher de nouvelles personnes prochainement. Une première commande avec Sodexo ce mois-ci où on va faire des essais, donc on rentre chez eux. Et puis avant tout, c'est encore une super aventure qu'on continue et on se régale, quoi. Voilà. Deuxième lauréat l'année dernière, donc la société Oria Ring. Donc à l'origine c'était un gant. On a commencé à travailler là-dessus pour faire plutôt de l'éveil musical avec des enfants. L'idée c'était, je fais un mouvement et à ce mouvement-là je peux associer un son, ça a une influence sur la musique. Et donc on a eu l'idée de se dire que finalement avec ce gant-là on pouvait ajouter des effets sur d'autres instruments sans l'utiliser comme un stand-alone en tant que tel, mais comme plutôt un accessoire. C'est une bague qui s'appelle Neova. Cette bague permet donc d'ajouter des dimensions de contrôle pour les musiciens. Donc il y a 5 mouvements spécifiques. Donc on a le vibrato, donc c'est une simple oscillation de la main, comme on le fait sur une guitare. Donc ça permet d'osciller, d'ajouter un vibrato sur un piano. On peut également contrôler la hauteur de note via une rotation de la main et également moduler le son via une inclinaison de haut en bas de la main. La bague intègre des capteurs de mouvement qui permettent en fait d'enregistrer tous les mouvements que le musicien réalise. Et nous en fait, notre travail derrière, c'est d'interpréter, de récupérer ce qui est intéressant au niveau de ces gestes et pouvoir les interpréter au niveau sonore via différents types d'effets. Une bague et un concept qui ont séduit le Rotary. En 2017, Oria, désormais appelé Enencia, a reçu le 2e prix de la création d'entreprise avec un chèque de 2 500 €. Cet argent-là nous a permis de venir compléter toutes les subventions comme la bourse French Tech. Et donc avec ces subventions-là, on a réalisé les prestations de l'accompagnement pour préparer la campagne Kickstarter. On a déposé un brevet, on a fini le design également de la bague. Enencia a fait également son effet de l'autre côté de l'Atlantique. Elle a remporté l'Award Innovation du CES 2018 dans la catégorie des technologies portables, un développement qui ne fait que commencer. Alors pour le futur, donc là, alors je sais pas si vous le savez, on a fini notre campagne de crowdfunding sur la plateforme Kickstarter. Donc on a prévendu environ 350 produits. Et donc là, l'idée, c'est de finir la conception du produit et pouvoir amorcer l'industrialisation du produit pour pouvoir livrer en mars prochain. Donc bonsoir à tous, merci d'être présents ici, on est également ravis. Donc il s'en est passé des choses en 1 an, mine de rien. C'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir un CES Innovation Award, on a eu la chance d'avoir Steve Wonder qui a testé la bague. On a passé un petit moment aux États-Unis, on a rencontré énormément d'entreprises, certaines avec lesquelles on a commencé des partenariats, certaines avec lesquelles ça s'est concrétisé. Et puis effectivement, donc là cette campagne Kickstarter financée à hauteur de 140%. Donc on a été ravis de participer l'année dernière. Le jury est très exigeant, et c'est un vrai gage de qualité. Donc félicitations à tous les lauréats de cette année, quel que soit le résultat. Visitou,
c'est très simple, c'est une application mobile qui permet à n'importe quel agent immobilier de créer une visite virtuelle, et ça en toute simplicité. Un agent immobilier, il a une caméra de 360 degrés, il va prendre une photo par pièce, séjour, salle de bain, cuisine, et depuis son application mobile sur son téléphone, il va réaliser le montage de manière automatique. En général, pour un T3, en 10 minutes, la visite virtuelle est créée depuis son téléphone, et puis il peut ensuite la partager vers ses sites immobiliers, le site de son agence, éventuellement par mail, SMS, vers ses prospects. Alors le projet, c'est l'histoire de deux amis, Armand et moi. On avait envie d'entreprendre, on n'avait qu'une idée en tête, c'était d'avoir notre diplôme pour créer une entreprise. Lorsque j'étais étudiant, je faisais visiter les appartements en location pour une agence immobilière, et je me suis aperçu rapidement que la préqualification entre ce qu'on peut voir sur Internet et la visite réelle, il y avait un gap énorme. Donc ce qu'on a voulu faire rapidement, c'est un outil extrêmement simple dans son utilisation pour qu'un agent immobilier crée la visite virtuelle et en sortant du bien immobilier, que la visite virtuelle soit déjà réalisée, déjà en ligne sur son site internet. Le projet Visitou a débuté en septembre 2016 et l'application mobile est sortie en mai 2017. Une idée innovante qui a plu au Rotary. Visitou a remporté le 3e prix 2017 et un chèque de 1 500 €. Donc on a été très contents d'avoir eu le 3e prix du Rotary, puisque déjà ça nous a permis de valider l'appétence de notre produit. Par ailleurs, ça nous a permis d'obtenir une crédibilité supplémentaire auprès de nos partenaires et de nos investisseurs. Et enfin, l'enveloppe de 1 500 € nous a permis d'engager d'autres actions commerciales et marketing. Donc ça a été vraiment un plus pour nous dans le développement commercial de notre entreprise. Actuellement, Visitou est utilisée par plus de 600 agents immobiliers en France. L'application a le vent en poupe. Donc dans l'avenir, nous avons décidé de se rapprocher de la société La Boîte Immo, qui est numéro 1 des logiciels immobiliers sur le segment des agences immobilières indépendantes. Il y a des synergies évidentes avec eux, tant sur le plan technique, mais aussi sur le plan commercial, notamment avec leur filiale Prévisite, qui est présent dans plus de 30 pays, qui est aujourd'hui le leader des annonces en vidéo. Eh bien, merci pour cette vidéo. Donc aujourd'hui, voilà, donc vous l'avez compris, en un an, on a pu se développer commercialement. Donc en partant d'un chiffre d'affaires de 0, aujourd'hui on arrive à un chiffre d'affaires de 300 000 €. Donc on est très content. On est parti avec quelques agences qui nous ont fait confiance sur Grenoble, sur la région Rhône-Alpes. Puis aujourd'hui on équipe des agences immobilières un peu partout en France. Donc aujourd'hui, notre tournant, il n'était pas prévu initialement dans notre schéma de départ. Donc on va finalement on va fusionner avec un grand groupe immobilier. Voilà, c'est une belle opportunité pour nous. Donc on reviendra peut-être avec d'autres innovations et d'autres projets si on a le droit de revenir au Rotary. En tout cas, merci pour le prix. Vous comprenez bien qu'au travers de ces films, on entend en tout cas l'équipe du comité suivre les anciens lauréats. Voilà. C'est ça que les lauréats de cette précédente sont satisfaits. Voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, nous avons un prix spécial du jury. Il y a effectivement 3 lauréats qui nous ont présenté ce soir. Et nous avons également un prix spécial du jury. Et un prix créé à l'initiative du club de Bastille. Je vais demander à Bruno Magnin, son président, de bien pouvoir venir. Et nous allons ce soir. Alors je rappellerai peut-être que ce prix est dédié aux entreprises anciennement lauréates ou nominées qui ont créé de nouveaux emplois. Et il se trouve qu'il y a quelques années, plus particulièrement en 2005, j'ai eu le plaisir de remettre un prix, d'ailleurs la même promotion que Frédéric Rochelle, qui est à la mairie. Donc un prix, ce soit le premier prix, à Madame Corinne Boucard et donc à son associé, donc Monsieur Roche, donc la société Synapsed. C'est la société Synapsed qui ce soir. Et donc on va recevoir le prix spécial du jury. On va vous demander de bien vouloir venir. Nous avons le mettre à l'avenir je vais laisser à Bruno le soin. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
Forcément, le Rotary Bastille est très très heureux de vous remettre ce prix ce soir, signe de la vitalité de votre entreprise, signe de la vitalité d'ailleurs de l'ensemble des entreprises, comme nous l'avons remarqué, qui ont gagné ce prix, 84% de viables, c'est génial. Bien sûr, vous nous avez fait le plaisir en complément de nous amener un film qui va permettre de bien découvrir votre cœur d'activité. C'est la biotech, c'est ça ? C'est bien ça, oui. Bonjour à tous et merci d'être là et merci de nous accueillir pour ce prix spécial. Donc je suis Yann Roche, cofondateur de Synapcel, et Corinne Rocard, mon associé. Oui, nous sommes dans le domaine de la biotechnologie. On a préparé un peu plus qu'un film, c'est un tout petit PowerPoint avec un film pour présenter ce que l'on fait. C'est toujours un petit peu compliqué de le présenter, ce sera à mon avis plus simple d'écouter ce film-là. Et puis on a fait juste quelques petites diapositives sur notre histoire pour vous expliquer ce qu'on a vécu avec les moments plus difficiles ou plus faciles et ce qu'on a réussi à construire en quelques années. Yann a très bien parlé, donc on va passer. Est-ce qu'on peut avoir un deuxième micro, s'il vous plaît? Voilà. Et tu prends l'autre. On est habitué à faire des échanges à deux et à s'échanger là. Je passe un peu là, le micro. Voilà. Donc merci à tous d'être présents ici. Et Yann et moi sommes vraiment très heureux et très fiers de pouvoir montrer que les entreprises à Grenoble, les entreprises innovantes et dans la biotechnologie, 13 ans après, nous sommes toujours là. Et nous sommes heureux aussi de faire rayonner l'Isère et Grenoble au niveau international parce que notre activité est à 100% à l'international. Nos cibles, ce sont les États-Unis, l'Europe et l'Asie avec le Japon et même la Corée. Donc on va vous présenter notre activité pour vous faire rentrer dans notre domaine. Voici notre cerveau. Une formidable machine, puissante et complexe. Néanmoins, elle souffre parfois de dysfonctionnements qui viennent impacter sévèrement la vie des patients de plus en plus nombreux. Pour tenter de trouver des solutions, les industries pharmaceutiques du monde entier redoublent d'ingéniosité. Le problème, c'est que ces recherches coûtent très cher. En effet, voici comment cela se passe. Pour trouver le bon médicament, les scientifiques vont tout d'abord créer puis tester des dizaines de milliers de molécules à travers un processus de test très long et très exigeant au cours duquel de nombreux projets échoueront. Alors, comment faire pour découvrir en quelques semaines les molécules qui seront les plus efficaces et ainsi économiser des milliards d'euros de recherche tout en accélérant le développement de médicaments utiles au plus grand nombre? C'est pour répondre à cette problématique que nous avons créé Synapcel. Pour déceler le plus tôt possible le potentiel de chaque molécule, nous nous sommes spécialisés dans l'étude du cerveau à travers ce que l'on appelle les biomarqueurs. Comment cela fonctionne-t-il? C'est très simple. Nos équipes, composées d'experts en neurosciences et pharmacologie, vont étudier grâce à la pose d'électrodes les fréquences émises par le cerveau d'un modèle. Pour les aider, nous avons développé des algorithmes qui repèrent dans cette infinité de points toutes les informations qui nous intéressent. Sélectionnons celle-ci par exemple. Ce signal, on l'appelle un biomarqueur, et il nous permet d'étudier les réactions de notre cerveau. Par exemple, cette courbe ici représente l'épilepsie. En testant une série de molécules avec différents dosages, nous sommes en mesure de déceler la plus efficace pour réduire les symptômes, tout en nous assurant qu'elle ne déclenchera pas d'effets secondaires sur des nouvelles maladies. L'intérêt de cette solution appelée Q est de travailler directement à la source du signal plutôt qu'étudier des comportements qui peuvent se révéler imprécis. Ainsi, en sélectionnant des biomarqueurs semblables à ceux présents chez l'homme, nous sommes en mesure de transposer les effets avec une grande fiabilité. À la fin de notre intervention, nous avons à cœur de commenter tous nos résultats pour accompagner le client dans sa prise de décision. C'est l'ensemble de ces éléments qui fait la force de notre solution, nous permettant de poursuivre notre mission, aider les experts de la pharmaceutique à optimiser leurs dépenses de R&D tout en accélérant le développement de médicaments utiles à la société. Donc Synapcel, nous sommes tout d'abord des experts du cerveau, de son fonctionnement, de l'effet de molécules sur ce cerveau.
et comment avoir accès à ce cerveau, parce qu'effectivement, vous l'avez vu, nous allons à la source. Nous avons construit au cours du temps une réputation au niveau international depuis 13 ans. Donc, comme je vous l'ai dit, nous travaillons avec l'industrie pharma et biotechnologique au niveau des États-Unis, de l'Europe et de l'Asie. Et nous avons vraiment développé une image de leader sur le marché. On a un tout petit bug, hein, c'est pour ça c'est carré. C'est une image un peu particulière. La qualité est extrêmement importante à Synapcell. Nous sommes redevables envers nos clients de rendre des résultats fiables. Et à terme, ces résultats peuvent être dans des dossiers de mise sur le marché. Donc la qualité est vraiment une valeur forte chez nous. De même, l'innovation. Ce que nous proposons, aucune autre société ne le propose. Nous avons voulu faire différemment des autres sociétés. Ce qui est déjà sur le marché, ça a donné les médicaments qui sont déjà utilisés par tous les patients. Et notre impact au niveau sociétal, nous voulons permettre la découverte de nouvelles molécules qui vont être très efficaces. Et tout ça est regroupé sur la plateforme que nous avons construite au cours du temps, donc appelée Q, comme vous l'avez vu dans le film. Et cette plateforme regroupe toutes nos compétences et nous permet de travailler pour nos clients. Alors, juste un petit point historique pour que notre aventure puisse peut-être servir à quelqu'un. C'était un peu ce qu'on nous avait demandé dans cette présentation. Alors, ce que Corinne vient nous présenter, c'est la perception de Synapcell sur son marché aujourd'hui, mais ça a pris beaucoup de temps. Dans la technologie innovante, c'est avec une technologie de rupture dans le monde de la pharmaceutique, ça prend énormément de temps. Alors en plus de ça, donc c'est une histoire qui a commencé en 2005, même un peu avant, il y a une préhistoire, mais j'en parle pas. On a commencé à créer en 2005 la société, et pendant 3 ans, on a construit les fondamentaux de l'entreprise avec des aspects technologiques très poussés, donc construire le laboratoire avec 3 fois rien. Mais c'est dans ces 3 fois rien qu'il s'est passé pas mal de choses grâce à des prix notamment. C'est pour ça que je veux faire un point particulier sur le prix du Rotary. C'est un des premiers prix qui a été remis à Synapcell et je suis d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure. Chaque prix donne beaucoup d'énergie, booste les équipes pour avancer. Et créer une entreprise en 2005 innovante au sein de l'université, parce qu'on était tous les 2 chercheurs avant, c'était quelque chose qui était quand même très compliqué. Les mentalités ont changé, mais c'était plutôt un environnement plus hostile que favorable à cette époque-là. Et donc il nous a fallu pendant 3 ans construire avec ces prix qu'on a quand même pas mal accumulés pendant ces 3 années-là, mais aussi le chiffre d'affaires. On a fait du chiffre d'affaires dès le premier jour de la création, ce qui était absolument essentiel aussi pour nous. Créer une entreprise qui était en capacité de pouvoir accélérer fin 2008. Et puis est arrivée la phase de développement, on a réussi à convaincre les investisseurs, on a levé des fonds en 2009 sur un plan qui était bien parti pour accélérer sur une stratégie qui était d'abord de convaincre sur le domaine des épilepsies que notre technologie avait une vraie valeur ajoutée. Comme j'ai dit, ça se faisait pas avant de découvrir des médicaments avec ce type de technologie. Et puis tout s'est bien mis en place jusqu'à la crise de 2010 qu'on a vécu violemment, c'est-à-dire que vous vous souvenez certainement pour ceux qui ont vécu cette période-là, dans l'industrie pharmaceutique, qui est une industrie qui consomme beaucoup de capitaux, en 2010 il n'y avait plus rien, donc on a vécu 10 mois, 11 mois sans chiffre d'affaires, et le plan de développement qu'on venait de vendre à nos investisseurs s'est transformé dans un plan de secours. En tout cas, on a réussi à secourir l'entreprise à ce moment-là grâce à cette levée de fonds. Et puis, on a réussi à rebondir. On est sorti de cette crise et ce qu'on a su après, c'est que la plupart de nos concurrents avaient beaucoup souffert à cette époque-là. Et en 2011, on a fait une super année et on a pu commencer à entrevoir le fait qu'on allait peut-être pouvoir devenir leader sur le modèle de l'épilepsie, sur le domaine de l'épilepsie, et pouvoir convaincre l'industrie que notre technologie avait une valeur ajoutée. Ensuite, de 2012 à 2015, on est reparti avec Corinne à essayer de revivre le plan de développement, mais cette fois-ci en autofinancement, puisqu'on avait consommé les fonds de la levée. Et pendant toute cette période-là, on a réussi à prendre un leadership sur le domaine des épilepsies, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, 65-70% des antibiotiques qui sont développés dans le monde passent dans notre laboratoire. Et grâce à ça, on a réussi à convaincre le secteur en disant que notre technologie avait une valeur ajoutée. Seulement l'épilepsie, c'est une niche, et notre objectif, c'était de se développer sur les autres secteurs. Ce qu'on a réussi à faire à partir de 2015,
On a construit une diversification des applications différentes de notre technologie et depuis 2016, nous sommes dans une phase de croissance très élevée à 35-40% par an. Nous venons de déménager de sortir de l'université de la pépinière Biopolis pour avoir nos propres locaux à Saint-Imier sur Easy Park, dans un bâtiment qu'on appelait Synergie. Et 2018-2020, pour nous, c'est une phase de croissance élevée, qu'on espère en tout cas élevée, avec de nombreux partenariats qui se mettent en place pour pouvoir être plus performants à l'international. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Donc nous recevons ce soir le prix de la création d'emplois. Donc nous avons une équipe de 16 personnes. L'équipe, le facteur humain est quelque chose de très important. Et Yann et moi avons voulu construire une équipe pluridisciplinaire. Donc on a vraiment essayé d'avoir aussi des personnalités différentes, mais des compétences différentes qui vont aussi bien du technique au créatif, relationnel et des gens organisés aussi, parce que nous sommes des créatifs, mais nous avons aussi besoin de gens qui vont assurer une industrialisation de ce que nous faisons. Et notre équipe regroupe aussi des compétences neuroscientifiques très poussées qui nous permettent de proposer une expertise très approfondie à nos clients. Peut-être qu'on va s'arrêter là, parce qu'on a pas mal d'autres choses, mais je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps. Merci. Merci beaucoup. Eh bien écoutez, vous pouvez être très très fiers de votre travail et nous sommes vraiment heureux de vous accompagner une fois de plus. Je rappelle les règles du jeu de ce prix Bastille pour les années prochaines. Il sera simplement, sur les 10 dernières années, accessible à tous ceux qui ont gagné le trophée. Merci. Félicitations. Il y aura une séance de photos, je le dis pour toutes les personnes qui ont été primées. Il y aura des séances de photos tout de suite après cette soirée et avant le buffet. Très bien, on a beau écrire beaucoup de choses pour préparer cette soirée, il y a forcément des petits oublis. Donc on voudrait simplement faire un petit clin d'œil au quatrième. Quatrième, c'est toujours la mauvaise place. Et notamment l'année dernière, il y avait un dossier de très bonne qualité. Et nous souhaitons simplement qu'il vienne nous dire 2 mots et présenter son produit, parce que je sais qu'il est sous pression en ce moment parce que c'est la période des livraisons. Donc si Fred, parce que je ne connais pas votre nom, finalement je connais que votre prénom Fred. Donc si vous aviez 2 petits instants rapidement pour présenter votre produit, parce qu'enfin il est là, on arrive à le toucher. Ça... Et c'est vrai que l'année dernière vous étiez vraiment très proche des trois premiers candidats. Donc voilà, si vous aviez des mots à nous dire, et puis j'invite toutes les personnes présentes à prendre contact avec vous. J'espère que vous êtes venus avec des carnets de commandes. Bonjour. C'est rigolo. Bonjour à tous, merci de m'inviter pour présenter mon produit qu'on a développé depuis ici 2 ans. Donc effectivement, l'année dernière, on a présenté le projet et on l'a trouvé meilleur que nous, on a fait 4e, mais on n'en est pas pour autant mécontent parce que ça reste un challenge qui nous a fait avancer. En 1 an, on avait des objectifs qui étaient assez grands, c'est-à-dire finaliser le produit, créer une marque, créer une image de marque et surtout le produire. Et dans le milieu du hardware, que vous devez peut-être connaître, ça demande pas mal de financement qu'on n'a pas pu faire d'un seul coup. Donc chaque étape était vraiment un défi, mais pas uniquement un défi. On était obligé de réussir chaque étape pour pouvoir aller de l'avant. Et aujourd'hui, comme vous l'avez présenté, on est en pleine phase de production. On lance d'ici 1 ou 2 jours la première série. Donc là, on a un petit peu la main dans l'atelier parce qu'on a aussi la chance, et on en a fait le choix, de fabriquer en interne. Donc on a toute la ligne d'assemblage à Mélan dans notre atelier. Bravo, voilà. Félicitations, bravo encore. Dites-nous à quoi ça sert quand même. Ah oui, effectivement. Juste à quoi ça sert? Du coup, c'est une enceinte portable de haute puissance qui va vous permettre de sonoriser des lieux comme celui-ci, mais à l'extérieur. Donc on peut facilement brancher un micro, brancher de la musique jusqu'à plusieurs enceintes connectées sans fil. Donc on touche, on va dire, différents segments. Donc d'une part les particuliers qui sont amoureux de la musique, qui veulent avoir de la musique de qualité avec eux, parce que au-delà des petites enceintes transportables, type Bose, dès qu'on va dans des puissances et des qualités
un peu plus grande. Bon, aujourd'hui, c'est réservé à des usages d'intérieur. Donc nous, on l'a transporté aux nomades à l'extérieur pour les particuliers, mais pour les professionnels, on est de plus en plus tourné vers les services d'animation, parce qu'on permet d'agrémenter leurs événements, d'amener un peu plus de créativité à leurs environnements, à leur animation, à des petits buffets, etc. Merci beaucoup. Et en plus, c'est extrêmement léger, en plus. Voilà, et on voulait faire aussi un petit clin d'œil au 4e de cette année, parce des jeunes femmes qui nous ont quand même bluffés par leur dynamisme et leur énergie. Et juste un petit clin d'œil pour qu'elles nous présentent en 2 mots leur activité. Et je suis sûr que vous trouverez quelque chose à leur dire au buffet, parce que leur activité est intéressante. Donc je vais demander à Kiwal déjà de prendre le petit micro et de présenter rapidement votre activité. On le fait cette année. Et merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci beaucoup de nous avoir accueillis déjà ce soir pour participer à cette soirée qui est vraiment de très bonne qualité et on se fait vraiment plaisir à être là. Nous, on fabrique des rations pour les chiens et les chats à base de produits 100% naturels, donc de viande crue, d'os charnus et de légumes crus mixés. Et l'idée, c'est de proposer des rations qui soient sur mesure, adaptées à chaque animal, mais qui soient pas cuits et pas industriels. Merci beaucoup de nous accueillir. Et Estelle a tout dit sur notre produit. Et l'idée, c'est vraiment de faire un retour aux sources pour nos animaux, un peu comme on peut le faire nous aujourd'hui aussi. Et une boutique créée depuis donc samedi, qui a été lancée à Cessinet, c'est ça? C'est ça. C'est ça. L'inauguration de la boutique a eu lieu samedi dernier à Cessinet-Parisais. On y vend des accessoires et surtout on communique sur l'idée de nos rations. Voilà, très bien. Vous passez le micro à Aude. Donc là, on est sur la Happy Baby Box. C'est ça, donc moi j'ai créé Happy Baby Box. C'est le premier coffret cadeau d'activité parent-bébé. Donc c'est un coffret cadeau comme vous connaissez peut-être la Smart Box, sauf que là vous offrez Happy Baby Box en cadeau de naissance et ça permet aux parents de choisir des activités à partager avec bébé. Donc on a des ateliers de massage pour bébé, du yoga maman-bébé, les bébés nageurs pour ceux qui l'ont fait avec leurs enfants. Et voilà, ça... Ce qui m'anime, c'est vraiment que vous puissiez offrir des cadeaux de naissance qui aient du sens et qui changent des traditionnels doudous qu'on a tous reçus en 10 exemplaires. Voilà. Voilà. Happy Baby Box. Donc ces 2 entreprises fonctionnent. Happy Baby Box, c'est sur le net, vous trouvez les box. Et Kiwild, c'est Q-Wild, boutique à Cessinet. Merci Marc. Donc on va quand même pas se quitter sans donc vous délivrer le résultat final, bien évidemment, que vous attendez tous, parce qu'il commence à faire faim et surtout chaud. Donc on va commencer par le troisième prix. Donc je vais demander à nos sponsors, Mazars, Baté Associés et à PwC de bien vouloir venir sur scène pour remettre le troisième prix. Et donc le troisième prix, on vient de nous remettre donc les résultats, est donc attribué à la société Avenria, qui était représentée par Guillaume Lecomte. Alors, il serait bien que je vous remette un chèque. Alors, on est venu avec notre trésorier ce soir, vous inquiétez pas, vous aurez... Et j'espère qu'il est venu, il n'est pas venu seul, j'espère qu'il est venu avec son chéquier aussi. Je ne sais pas si vous souhaitez dire 2 mots, il y aura des photos aussi. Félicitations à Avenria, ravi de participer au développement de l'économie locale. Et on a compris qu'en fait, un prix du Rotary conduisait forcément au succès. Donc bonne réussite. Merci. Merci beaucoup. Le deuxième prix est attribué, alors c'est vraiment des résultats qui sont très proches l'un de l'autre, mais enfin, il y a quand même un deuxième et un premier, il n'y a pas d'ex-aequo. Le deuxième prix est accordé à la société Capflex. Voilà, que je vous demande de bien vouloir applaudir. Et je vais demander à nos partenaires financiers de venir remettre ce prix, donc à BPI, Monsieur Yvan Desmar, et donc au CIC, Patrick Froment, de bien vouloir remettre ce deuxième prix. Il y a à la fois donc ce document-là et le chèque.
Et pendant ce temps-là, donc, notre photographe va faire quelques clichés. On a encore une fois l'occasion d'en faire d'autres. Voilà, si vous voulez dire deux mots. Bien, écoutez, Monsieur Maillot l'a dit, ça fait plusieurs années que je suis sur cette estrade. Je crois avoir tout dit depuis ces dernières années. Donc c'est toujours tout simplement un grand plaisir de remettre ces prix à ces entreprises innovantes qu'on peut voir évoluer au fil des années. Donc merci à vous, ça fait toujours énormément de bien ce type de soirée. Donc il y a beaucoup d'énergie positive et puis continuer. Et je suis ravi de mettre des grands chèques comme ça. Je préfère encore le dernier, c'est encaissable, ne vous inquiétez pas. Voilà, bravo en tout cas. Merci. Donc, vous l'avez deviné, le premier prix revient à la société Kinoal. Et je vais demander... Il y avait donc 3 personnes pour le troisième prix, 2 personnes pour le deuxième et 1 personne pour remettre le premier prix. Je vais demander à Marie-Claude Diomard, notre présidente, de rapidement monter. Allez, Marie-Claude est Merci de ta présence et de ton soutien à ce trophée. Non, gouverneur, pardon, excuse-moi, gouverneur, j'y suis plus, moi. C'est l'émotion. Oui, c'est l'émotion. Merci, bonsoir à tous. Toutes mes félicitations. Je voudrais féliciter l'ensemble des lauréats ce soir. Vous avez bien compris qu'un prix Rotary, vous alliez avoir, vous seriez encore là dans 10 ans, peut-être pour le prix de l'accroissement de l'effectif. Plus de 84% de réussite, et bien grâce à vous, nous allons encore augmenter ce chiffre dans les années qui viennent. C'est tout ce que l'on vous souhaite. Et au niveau du Rotary, je voudrais quand même célébrer ce trophée qui est vraiment l'occasion pour l'ensemble des clubs grenoblois du Rotary, du Rotaract et Innerwheel de travailler ensemble pour l'avenir de nos entreprises, et c'est vital. Merci à tous. Je voudrais vraiment vous remercier chaleureusement parce que ça fait vraiment du bien d'être supporté de la sorte. Je voulais féliciter aussi les autres lauréats et merci pour cette soirée. Merci, Madame la gouverneure. Très bien, écoutez, merci. Donc on est sur le point de terminer cette soirée. Vous allez être invité à un buffet qui a été présenté par un ancien lauréat, je ne me souviens plus de quelle promotion, la société EAG, qui emploie des personnes handicapées. Voilà, donc en tout cas merci pour votre présence, nombreux ce soir, parce qu'il y a peu de places disponibles. Je rappelle encore une fois aux primés qu'ils n'oublient pas tout de suite en sortant d'aller dans le hall d'entrée, parce qu'on a quelques loupés les années précédentes. Donc de bien vous rejoindre à l'entrée pour faire des différentes photos, y compris bien sûr les partenaires financiers. Voilà. Et nous avons dernièrement donc mis en place une boîte à selfie. Plus exactement, la société Commode a mis en place une boîte à selfie. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Il y a des déguisements. Donc vous pouvez faire toutes sortes de photos un peu loufoques. Vous avez peut-être vu qu'à l'entrée, il y en a quelques-unes déjà qui sont pas mal réussies. Très bien, écoutez, il me reste à vous remercier pour cette soirée. On a été un petit peu long, je vous prie de bien vouloir m'en excuser. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne soirée et je vous donne rendez-vous à l'année prochaine. Merci encore, au revoir.